Donc si on voit que tes clients idéaux, c'est par exemple des familles multigénérationnelles, grands-parents, parents, enfants, et des groupes d'amis. En fait, on pourrait avoir deux versions du listing, une version qui va cibler des familles multigénérationnelles, une version qui va cibler des groupes d'amis. Mais dans ce cas-là, tu dis ok, c'est super de comprendre ça, d'adapter les descriptions en fonction de chacun, mais il y a aussi sur les photos. Et sur les photos, tu te dis, en fait, on pourrait vouloir mettre en situation une famille multigénérationnelle qui vit dans la propriété pour que tu puisses te projeter dans cette expérience. Tu peux avoir différentes photos pour les groupes de potes qui viennent en vacances. Et aujourd'hui, on est même capable de générer de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Sébastien Grosjean, qui est fondateur et directeur général de Smiley, le premier logiciel de location saisonnière en France. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la manière dont l'IA peut changer l'expérience client au moment de réserver un logement pour les vacances, avec une bonne dose, et on va le voir ensemble, c'est hyper intéressant, d'hyper-personnalisation grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour Sébastien, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Super, merci Julien, merci de m'accueillir sur l'événement. Avec grand plaisir. Alors, on enregistre cet épisode à la fin de l'année 2025. Première question pour toi, est-ce que tu as déjà réservé tes vacances d'été 2026? Non, c'est vrai que moi je réserve beaucoup en dernière minute, je suis pas le client préféré des loueurs. J'imagine bien. Alors, quand on parle de location saisonnière, Sébastien, on pense forcément à Airbnb, louer un chalet, louer un appartement ou une maison pour quelques jours ou pour quelques semaines. Avant qu'on rentre vraiment dans le détail, est-ce que tu peux juste nous réexpliquer un peu c'est quoi la bonne définition de la location saisonnière aujourd'hui? Alors bonne question parce qu'il y en a plein, à ce qu'on appelle location saisonnière, location courte durée, location de vacances, Airbnb. Au final, c'est plein de mots qui veulent dire un peu tous la même chose, mais avec tous leurs spécificités. Location meublée en est encore un. Mmh. En gros, dans l'industrie, en général, ça va être tous ces mots-là pour parler d'une location qu'on va louer moins de 30 jours, qui est déjà meublée et qui est un usage majoritairement touristique, qui peut être pour le travail, pour, voilà, de la courte durée, moins de 30 jours. D'accord. Alors ce type de location, ça existe évidemment quasiment depuis que le tourisme existe, on va dire, pour simplifier. Il y a, je dirais peut-être une grosse 10-15 ans, Airbnb est arrivé sur le marché et a un peu disrupté le modèle justement de la location saisonnière. Depuis quand toi tu t'intéresses à ce sujet? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser, à la problématique de la location saisonnière? Donc en effet, Airbnb est arrivé en 2008, donc aux États-Unis, Mmh. donc ça fait un petit moment, mais pour le coup, on fait ça depuis, très longtemps, même en France, hein, on est le pays qui accueille le plus de voyageurs au monde, le deuxième plus enfin le pays qui a le deuxième plus gros marché au monde sur cette fameuse location courte durée. Et moi, ce qui m'a amené dans ça, c'est, mes parents ont commencé cette activité-là il y a 39 ans. Donc, là, j'en ai 42, donc j'ai un peu toujours vu ça. OK, donc tu as grandi dans le marché du tourisme en fait, hein? Ah clairement, ouais. Surtout qu'ils ont fait de la location, courte durée. Après, ils ont fait de l'hôtellerie aussi en parallèle. Puis revenu, 100 location courte durée, saisonnière. Mmh. Donc oui, clairement, le tourisme, j'ai vu ça, toute ma vie. Et puis après, c'est vrai que ça fait 20 ans où moi, je voyage aussi au moins 6 mois par an. Et donc, je le vois aussi en tant que touriste. D'accord. Tu les derniers pays dans lesquels tu es allé, c'est quoi? Là, j'étais il y a quoi? Il y a même pas 2 semaines, j'étais aux US, à New York. Mmh. Ouais, dernièrement, Dubaï, 2 semaines avant. Voilà, après je pourrais t'en ressortir plein. La Grèce, bon, techniquement, j'habite en Grèce, j'ai une fille qui est en Slovaquie. Là, en ce moment, je suis en Oh, OK, France. d'accord. Bah Et justement, quand toi, tu réserves tes locations saisonnières quand tu voyages, comment est-ce que tu perçois cette expérience client? Est-ce que tu es un touriste satisfait de ton expérience en ligne? on va dire que, j'arrive à me satisfaire assez facilement aujourd'hui avec, tout ce qu'il y a, parce que j'ai aussi vu, ce que c'était avant. Avant, il fallait prendre 10 jours pour réserver une location, donc c'était un autre un autre sport, on va dire. Mmh. Aujourd'hui, c'est sûr que ça se fait en voilà, au moment où il y a le boarding de l'avion où on se dit: «OK, le train va partir», mais en fait, on peut réserver le temps que l'avion décolle ou que le train parte. Donc des fois, je me mets un peu ce challenge, entre le moment où je rentre dans l'avion et on décolle, d'avoir fini de réserver. C'est un peu osé, mais c'est clairement faisable, en fait. Ça prend vraiment très peu de temps. Par contre, il y a encore plein de choses à améliorer. Il y a encore énormément à faire et c'est là où, justement avec, Smiley, donc l'une des sociétés que j'ai fondées et dont tu me présentais tout à l'heure, on arrive avec plein d'usages d'IA qui peuvent, je pense, vraiment nous aider. Et d'après les statistiques de marché et j'ai fait un petit aparté là-dessus, mais c'est fascinant parce qu'en fait, sur le voyage, on se rend compte qu'il y a
2 ans, 57 des millennials et plus jeunes, donc les gens, on va dire, de 45 ans et plus jeunes, 57 d'entre eux planifiaient et recherchaient leurs vacances sur les réseaux sociaux. En 2025, c'est 75. Et il faut savoir qu'il y a 49 de la totalité qui se fait sur Instagram. Donc en gros, aujourd'hui, si tu es pas sur Instagram quand tu fais ta pub pour les vacances, bah, en fait, voilà, c'est comme si tu avais raté le train en marche, quoi. Et à quel moment tu t'es dit: «L'intelligence artificielle a un potentiel justement pour bouleverser ce secteur?» Parce que les réseaux sociaux, c'est hyper important et on reviendra dessus, dans quelques minutes, mais si on vient un peu sur le sujet de l'IA, est-ce qu'il y a une fonctionnalité? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est la sortie de ChatGPT en 2022 qui t'a dit: «Waouh, là, on est en train de changer la donne et faut qu'on avance dessus, quoi»? Bah, alors l'IA, clairement, ça existe depuis longtemps avec tous les modèles de machine learning, de NLP. On avait déjà dans l'équipe des gens qui touchaient à tout ce genre de choses. Et donc ça, c'était intéressant, mais on n'avait pas encore trouvé de use case, de cas d'usage qui était vraiment pertinent, en tout cas incomparable avec ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et comme tu dis, clairement, quand ChatGPT est arrivé, là, on s'est fait: «Ah ouais, ça commence à changer ce qui est possible». Et à peu près 1 an plus tard, c'est là qu'on a commencé à avoir de l'aide pour la réponse aux avis voyageurs, pour de l'aide, à la réponse aux voyageurs en eux-mêmes. Et une des choses qu'on a sorties finalement même très, très tôt, qui pour le coup a été, un gros avantage et je suis même surpris qu'on n'ait pas plus de concurrents qu'il est aujourd'hui, c'est d'analyser tous les messages envoyés par les voyageurs pour arriver à comprendre le niveau d'urgence. Parce que si tu as quelqu'un qui est bloqué devant sa porte à 2 heures du matin parce que la clé elle a cassé dans la serrure, bah, il y a besoin de répondre tout de suite. Si c'est quelqu'un qui demande où faire ses courses dans 3 semaines, quand il va arriver, en fait, si ça attend le lendemain matin, c'est pas grave. Et en fait, avant, tu avais aucune manière d'évaluer ça. Et donc depuis l'arrivée de ChatGPT ou d'outils similaires, bah, c'est vrai qu'on a pu connecter ça avec, bah, toutes nos bases de données qui sont finalement hyper complètes, hein, parce qu'on centralise en fait, peut-être pour expliquer un petit peu Smiley pour notre audience, c'est, un outil, on va dire similaire à Shopify pour la location courte durée. À savoir que ça va permettre aux propriétaires et gestionnaires d'augmenter leurs revenus de 40. Et pour ce faire, on va les lister sur toutes les plateformes, Airbnb, Booking, Abritel, tout ça, mais aussi centraliser toute la communication voyageur, l'opérationnel, créer leur site, la sécurité, la collecte des paiements, tout ça. Donc on a vraiment énormément de données qui est un peu le système d'exploitation pour nos clients, pour fonctionner en fait. Et donc c'est vrai que quand on peut amener de l'IA à des endroits comme ça pour détecter de l'urgence, l'aider à rédiger certains messages, et puis on va voir, il y a plein d'autres choses. Bah, ça change, drastiquement la donne pour eux. D'accord. Tu dis augmenter les revenus des propriétaires de 40. C'est une promesse, un peu Ouais, en moyenne, ouais. osée, non? Enfin, comment tu assumes cette promesse? Ouais, ouais, bah, elle est, statistique pour le coup. C'est ce qu'on regarde quand on creuse sur notre data de nos clients par rapport à leur marché. Et donc c'est basé, bah, sur un ensemble de choses. C'est basé sur le fait que un, on va les lister partout, donc ils ont beaucoup moins de problèmes de demande. Donc ils c'est comme si tu étais omniprésent, en fait. Et donc ça donne un énorme avantage. On va les aider à améliorer leur listing et on verra que, bah, là on a sorti 17 agents d'IA pour t'aider à faire ça d'une façon, qu'aucun expert ne ferait à la main parce que c'est juste trop long. Donc pour faire que leur listing soit vraiment au top. Mais après on a aussi, bah, des partenaires pour l'optimisation des prix. Nous on a des systèmes qui te permettent d'optimiser les prix aussi qui sont juste extraordinaires et qui permettent, bah, d'avoir des gros leviers en fait. Heu, un cas classique que j'aime bien sortir qui est très peu fréquent, c'est qu'en France, on avait l'habitude de fonctionner dans la location purement vacances, rurales avec 7 jours minimum. C'est du samedi au samedi, c'était le classique. Alors aujourd'hui, ça existe plus vraiment, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui s'est dit: «Ah ouais, non, non, moi je veux quand même louer au minimum 7 nuits ou au minimum 6 nuits». Et donc on a un fonctionnement qui te permet d'aller louer, bah, peut-être que 3 nuits, mais de dire même si tu loues 3 nuits, tu vas pouvoir facturer 4 ou 5. Et en fait, l'avantage de ça, ça veut dire que c'est le voyageur qui va choisir. Est-ce qu'il est prêt à payer ce prix-là pour ces 3 nuits ou pas? Mais en tant que loueur, on ne l'empêche pas de le faire, en fait. Et donc, plein de leviers comme ça, mis bout à bout, fait que tu arrives facilement à faire 40 de plus, ouais. Donc aujourd'hui, l'IA est vraiment un peu, partout dans la plateforme, Smiley. Elle facilite la communication entre les propriétaires et puis les touristes et les voyageurs. Elle facilite, le partage des annonces sur les différents réseaux, de location et cetera.
Et il y a un point sur lequel je souhaiterais quand même revenir parce que c'est ce qui m'a intéressé quand, j'ai reçu, ton communiqué de presse, quand tu as parlé de cette nouvelle fonctionnalité. Ça consiste alors je vais essayer d'expliquer ça, mais tu vas faire ça mieux que moi je pense, mais en gros, c'est une IA qui personnalise les photos, les vidéos et les textes en fonction de la typologie du voyageur sur les annonces de location. Je l'ai sans doute pas bien expliqué. Tu peux juste me dire à quoi ça sert et qu'est-ce que ça fait? Exact. Non, non, c'est très bien résumé. Pour le coup, c'est très, très bien résumé. Je vais ramener un petit peu plus de contexte, je pense, qui va aider à vraiment voir pourquoi c'est si impactant, en fait. Et la première chose, c'est qu'en discutant avec, le responsable Europe du groupe Abritel, donc techniquement c'est Expedia derrière, mais bon, on va dire Abritel en France, c'est celui qu'on connaît le plus. Il me disait que sur leur plateforme, ils savent qu'il y a 90 des listings qui sont bien ou moins bien que ça, en fait. Donc la qualité des photos, des descriptions, tout ça, c'est pas top. Dans 90 des cas, ce qui est quand même énorme. Et les différents acteurs nous confirmaient un peu ce genre de choses-là. Et bon, clairement, on l'avait vu aussi et avant l'IA, c'était dur de faire grand-chose. Donc fin mars, 2025, c'est là où on a annoncé une première mondiale qui est, 17 agents d'IA qui vont analyser n'importe quel, listing d'un compte Airbnb. On n'a pas besoin d'être client Smiley, en fait, on peut juste connecter n'importe quel compte Airbnb. On va analyser jusqu'à 10 ans d'historique de données pour arriver à vraiment comprendre qui sont tes clients idéaux. Par rapport à combien de temps à l'avance ils ont réservé, combien ils ont payé, quels sont les avis qu'ils ont laissés, les expériences qu'ils ont mentionnées dans les avis, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout comme les clients qui auraient été mieux de réserver ailleurs, en fait, parce que, voilà, une chambre de bonne à Paris au 5e étage sans ascenseur avec la porte des toilettes qui se ferme pas, en fait, si on n'aime pas ce genre de logement, il faut pas y aller, quoi. Si on a des problèmes de mobilité, il faut surtout pas réserver. Et donc ça, c'est des choses, si on comprend bien ces spécificités-là, on peut mieux préparer nos listings et malheureusement, quand c'est fait à la main, c'est rarement aussi excellent parce que, c'est juste très complexe, en fait. Parce que Il y a besoin d'y revenir de temps en temps. avant l'IA, juste pour, résumer, si tu veux vraiment mettre en valeur ton listing, tu fais venir un photographe ou une personne spécialisée dans la captation vidéo. Ouais, tu fais venir un photographe professionnel, c'est vraiment le mieux. Et après, la petite subtilité, c'est que les photographes professionnels n'ont pas forcément l'habitude du voyageur. Parce que certes, il faut faire des belles photos, mais il faut surtout des photos qui représentent le bien dans sa réalité. Il faut pas juste vendre ce qui est beau, augmenter la taille d'une salle de bain parce qu'on a mis un grand angle. Si elle est petite, en fait, il faut représenter qu'elle est petite, il faut rester réaliste. Et c'est vrai que tu vois, même une photo là de l'exemple, porte des toilettes qui se fermaient pas et on a vu cet exemple-là, hein, dans notre base de données. En fait, il faut faire une photo des toilettes qui illustre le fait que cette pièce est petite. C'est pas un problème, au contraire. Mais c'est vrai qu'il faut la double casquette pour le photographe entre professionnel, Mmh. mais aussi comprendre qu'il faut vraiment des photos qui permettent aux voyageurs de se projeter dans l'expérience qu'ils vont vivre. Et c'est là où on va voir pourquoi nos dernières IA font vraiment une vraie différence sur ça, Ouais, en c'est fait. ça, parce que pour le propriétaire, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est un investissement, faut qu'il s'implique dans le projet, faut qu'il mette en ligne et qu'il mette à jour toutes ses photos et cetera. Et donc on va parler de ce qui nous intéresse, cette IA qui a cette capacité de personnaliser les photos et les vidéos selon la typologie du voyageur. Ça marche comment? Et ouais, donc en fait, vu qu'avec cette, audit, on est capable de tout comprendre et de faire des recommandations, maintenant on a l'IA qui peut carrément te créer, bon certes tous tes textes, mais aussi des variantes de textes. Donc si on voit que tes clients idéaux, c'est par exemple des familles multigénérationnelles, grands-parents, parents, enfants et des groupes d'amis. En fait, on pourrait avoir 2 versions du listing, une version qui va cibler des familles multigénérationnelles, une version qui va cibler des groupes d'amis. Mais dans ce cas-là, tu dis: «OK, c'est super de comprendre ça, d'adapter les descriptions en fonction de chacun», ce qui fait que tu fais remonter des expériences vécues par les voyageurs dans les descriptions. Mais il y a aussi sur les photos et sur les photos, tu te dis: en fait, on pourrait vouloir mettre en situation une famille multigénérationnelle qui vit dans la propriété pour que tu puisses te projeter dans cette expérience. Et comme ça, tu peux publier ça aussi sur les réseaux sociaux parce que, comme on parlait tout à l'heure, ça devient finalement une porte d'entrée indispensable. Tu peux avoir différentes photos pour les groupes de potes qui viennent en vacances. Et aujourd'hui, on est même capable de générer de la vidéo basée sur ce contenu, en fait. Donc, sachant qu'on comprend qui sont les clients idéaux, qu'on est capable de générer les textes adaptés, les photos modifiées finalement, donc qui représentent exactement la propriété. Ça, pour le coup, c'est la chose qui était vraiment très dure à entraîner.
Parce qu'on veut surtout pas qu'on rajoute une chaise ou qu'on rajoute une fenêtre. Enfin, pour nous, la propriété, c'est la clé qui ne doit jamais changer. Et donc ça, c'est très strict. Mais derrière, on arrive à avoir ces différentes photos, on arrive à comprendre l'ordre des photos idéales pour ces clients-là, et éventuellement, s'ils souhaitaient, créer des vidéos qui permettent de promouvoir cette propriété en vidéo, soit sur le site, soit sur les réseaux sociaux ou autre. Donc ça veut dire que pour une même propriété, on va dire jeune couple ne va pas lire la même description, ne va pas voir les mêmes photos et vidéos que, une famille avec enfants ou qu'un couple de seniors qui viendrait, louer cette propriété pour un week-end. C'est-à-dire même lieu, même propriété, mais présentation totalement différente. Sur les sites de Smiley, c'est ce qu'on est en train de déployer en effet, sur les sites qu'on génère pour nos clients. OK. Airbnb, Booking.com, Abritel, pour l'instant, personne n'est prêt avec ce genre de choses. On est en discussion avec eux, pour le coup, pour les aider à déployer cette technologie chez eux, parce qu'on se connaît très bien depuis longtemps, et puis pour le coup, on a vraiment un cran d'avance avec cette technologie. On l'a annoncé le 6 octobre 2025 comme une première mondiale. Et dans tous les cas, ça arrive sur les sites web générés par Smiley, là, incessamment sous peu. Et donc oui, ça permet vraiment que chaque voyageur voit quelque chose qui lui correspond, en fait. Parce que c'est vrai que si tu cherches un logement en couple, c'est plus intéressant d'avoir une description qui va te parler des expériences que tu vas pouvoir vivre en tant que couple, en fait. Tu t'en fous de savoir, ce qui va concerner, une famille de 40 personnes. Enfin, Mmh. c'est pas ton sujet, en fait. Et techniquement, comment ça fonctionne? Donc le propriétaire vous fournit des «photos vides» entre guillemets, en tout cas des vidéos, Ouais, et derrière tu as une couche d'IA qui vient habiller ces photos, qui vient ajouter des personnages dans les photos et dans les vidéos, c'est ça? c'est ça, c'est exactement ça. Et à quel point c'est compliqué techniquement? Enfin, comment ça fonctionne? Ouais, ouais, non, c'est tout automatique. C'est la seule façon qu'on puisse déployer ça, Mmh. hein. Comme je disais tout à l'heure, on est le logiciel numéro 1 en France sur location courte durée. On fait partie vraiment du top mondial. 2021 meilleur partenaire au monde de Airbnb, Booking.com, Expedia, toujours dans la meilleur partenaire. Enfin, donc voilà, on peut pas faire à la main pour déployer ça sur tout l'inventaire, c'est pas possible. Mais donc la mécanique, c'est d'abord une grosse analyse de données sur ces fameux clients idéaux. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a ça, on va utiliser des outils à l'équivalent de, et ça change tout le temps, hein, pour le coup, nous on a des process qui sont faits pour évolutifs. OK. Mais aujourd'hui, je crois que c'est toujours Nano Banana. Et surprenamment, pas les dernières versions, parce qu'en fait, non, pour ça, c'est même Sidvim pour ça. Mmh. Donc, on va créer ce qu'on appelle une character sheet, Mmh. donc une représentation du persona idéal en photo. Donc, avec comment cette personne est représentée dans la pièce à vivre, enfin, ce groupe de personnes, hein, comment ils sont représentés dans la chambre à coucher, comment ils sont représentés dans différents espaces. Donc, on va créer ça. Et dans tous les cas, enfin, on reviendra sur des aspects mécaniques. Je vais aller sur les points évidents et puis après on verra certains problèmes qu'on a dû adresser et ce qui peut aider d'autres personnes dans leur mécanique à eux. Donc d'abord, c'est créer la représentation du profil idéal du client en photo. Donc par exemple, un jeune couple, une famille avec enfants, un couple de seniors et cetera. Exactement. Et donc on va Mmh. représenter ce jeune couple avec une photo qui va représenter différentes représentations finalement. Parce que ouais, si tu as une famille de 10 personnes, en fait dans la chambre, tu en veux toujours que 2 par exemple, ou peut-être 3 avec un enfant ou quelque chose comme ça, mais tu veux pas les 10 personnes. Bah oui. Par contre, dans la pièce à vivre, oui, tu en veux 10. Et donc, on a besoin d'avoir cette compréhension-là, enfin de valider ça déjà à cette étape-là. Ensuite, sur chaque photo, on va analyser, OK, la mise en scène qui est la plus pertinente pour ramener ces gens en scène dans ce cadre-là, en fait. Et donc, c'est là où on va réutiliser d'autres modèles de modification de photos pour ramener la photo d'origine, la photo avec les clients idéaux, un prompt qui a été généré automatiquement pour remettre bien ça dans le contexte. Sachant que la photo, au préalable, on a pu la travailler pour améliorer, par exemple, les verticales, pour améliorer, la photo, elle a été faite un jour nuageux, en fait, on a voulu remettre un ciel bleu. Tout ça, on peut faire aussi. Et même d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans un cas comme à la montagne, par exemple, comme je suis aujourd'hui, tu peux avoir une version d'été et on peut te créer la photo d'hiver. D'accord, OK. Parce qu'on va analyser le lieu dans lequel ta propriété elle est, les conditions météorologiques, sachant que de telle période à telle période, en fait, la saison d'hiver, elle est représentée comme ça, il y a telle quantité de neige en moyenne, donc on va ramener cet impact-là sur ta photo, Donc finalement. imaginons une photo avec un balcon vu sur la montagne. Si je cherche, un logement, pour l'été, je vais avoir la montagne, verte avec des forêts, de l'herbe et cetera. Si je cherche un logement pour l'hiver, les sports d'hiver, la montagne va être couverte de neige. Mais c'est la même photo? C'est la même photo d'origine, en fait. Le photographe, il est venu qu'une seule fois et derrière, on peut générer ces variantes, ce qui fait gagner un temps énorme. Bien sûr.
Et en tant que voyageur, on voit ce qu'on va vivre. Enfin, c'est beaucoup plus Et au réaliste. niveau des personnages, comment ça se passe? Est-ce que c'est des personnages réels? Enfin, il y a pas ce côté un peu fake qu'on peut retrouver parfois sur des créations faites par IA? C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, encore un peu, on a encore un peu ça peut se voir et j'ai envie de dire ça va dépendre le budget. Parce que les IA Mmh. sont déjà à un stade où on pourrait ne plus le voir, mais le coût devient très fort et dans notre cas, c'est pas très grave si la personne n'a pas l'air 100 réelle, en fait. C'est là pour être une mise en scène. Ouais, c'est ça, On parce que les lieux sont réels, l'appartement, la maison, le chalet est réel. Par contre, c'est pour illustrer, en fait, hein? exactement et donc en soi, on D'accord. change pas le chalet, on cherche mettre juste ça en illustration et c'est ce qu'on peut voir dans des photos de mise en scène, même des fois d'architectes. Des fois, tu vois les gens avec un léger effet de mouvement, ce qui fait que tu te rends même pas compte que les gens sont là. Alors, on a parlé de la photo, on a parlé un peu de la partie vidéo. À quel point c'est facile d'intégrer justement des personnages, fictifs, finalement, dans une vidéo, à partir d'une vidéo fournie par le propriétaire? Alors pour le coup, on reprend pas la vidéo du propriétaire parce qu'ils en ont pas. Donc on se base sur les photos. Ah d'accord, donc la photo permet de générer la vidéo, en fait? Exactement. Donc on se base sur les photos, puis il y a de plus en plus de modèles qui permettent de faire, photo vidéo Mmh. et donc on se base sur ces modèles-là pour arriver, par contre le prompt, donc là on a un agent dédié pour créer ces prompts-là de façon très détaillée, qui nous permettent de créer des vidéos, aujourd'hui qui sont très pertinentes. Alors on va les créer par tout petits morceaux. En général, c'est des séquences de 5 secondes sur lesquelles on va utiliser entre 1 à 5 secondes OK. parce que suivant le tempo souhaité, on va pouvoir, couper plus ou moins long et puis après on va recoller tout ça en fait comme il faut, quoi et potentiellement même créer la bande son aussi avec l'IA. Dans l'une des démos qu'on a, on a une bande son avec des paroles qui te redonnent des expériences vécues par le voyageur et le nom du chalet et des choses comme ça. D'accord. Ah ouais, ça va super loin, en fait. Ouais. OK, intéressant. Et à quel point c'est, long à mettre en place? Est-ce que c'est fait automatiquement, derrière sans que le propriétaire s'en rende compte? Ou est-ce que c'est au propriétaire d'aller bidouiller dans, trouver les bons prompts, les bons personnages et cetera? Le propriétaire, en fait, il a rien à faire. En soi, le but, c'est qu'il y ait vraiment rien à faire, un paiement. Voilà, il a une chose à faire, c'est de dire: «Je veux une vidéo, j'accepte de payer». Parce qu'aujourd'hui, il y a un coût qui est quand même conséquent, donc on peut pas absorber ça. Mais par rapport à embaucher quelqu'un qui va venir nous faire la vidéo, c'est incomparable. D'accord. Est-ce que tu es pas un peu en train de tuer les photographes, vidéographes, professionnels de l'immobilier qui viennent mettre en valeur les biens? Ça remplace des métiers, ouais, Ouais. heu, c'est sûr. Mais je pense que de toute façon, c'est ce qu'on voit avec cette, disruption technologique qu'est l'IA, hein. Sundar Pichai, le PDG de Alphabet, donc tout le groupe, Google, voilà, nous dit que l'IA, c'est plus transformatif que pour notre société, que le feu ou l'électricité. Enfin, c'est pas rien là, hein. On n'est pas juste à parler du téléphone mobile, hein, qui est déjà énorme. On parle du feu ou de l'électricité. Donc oui, il y a un changement de boulot qui arrive partout, et c'est vrai que dans notre cas, on change un peu le métier du photographe et du vidéographe. Après, après voilà, ça va pas tout remplacer non plus, en tout cas pas demain. Mais dans un premier temps, c'est sûr qu'on a besoin de photos de base et puis après on fait énormément de choses avec. Et quand toi tu parles aux propriétaires, quand tu présentes ces sujets-là, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est quoi leur état d'esprit? Est-ce qu'ils sont, je sais pas, très excités, ils ont envie de tester ou au contraire ils sont un peu prudents? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ça dépend en fait, parce que maintenant je l'ai présenté sur pas mal d'événements avec ouais 20 à plusieurs centaines de personnes. En général, tu as 80-90 de l'audience qui sont: «Waouh! Waouh, c'est bluffant». Quand ils voient les vidéos, ils sont: «Waouh» et ils ont voilà, il y a un moment où tu te dis: «Ah ouais, c'est dingue en fait, Mmh. ce qui est déjà possible aujourd'hui». Sachant qu'en plus on est dans le contexte où la propriété n'a pas bougé quoi. C'est vraiment ça le cas qui est vraiment complexe dans notre cas, mais aussi indispensable. Et après, tu as 10 qui sont très sceptiques, qui disent: «Ah, mais ça marchera jamais, on veut pas avoir de gens dans la propriété, voilà, ça va enlever des boulots». Il y a un ensemble de réticences à ça et en soi, c'est normal. Hem et puis après, il y en a qui cherchent juste à avoir la data, en fait. Est-ce que ça va vraiment mieux convertir le fait que ce soit comme ça ou pas? Pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour le voir. Nous, on a fini toute la technologie et on est en train de la déployer sur notre plateforme. Donc c'est pour ça qu'elle est pas encore live pour nos clients, mais bon, ça arrive, voilà. Ah zut, c'était ma prochaine question. Ouais, Donc ouais, non, tu sais pas, tu as des hypothèses par contre, j'imagine? Tu supposes que ça va,
faire gagner du temps, améliorer la conversion, générer plus de business? Tu vois, moi, je me base sur sur des statistiques comme on a vu, le fait que tu aies 75 des voyageurs qui font leurs recherches et leur planification, et même des fois aller plus loin sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, en fait, la majorité des choses que tu vois, c'est émotionnel et donc une propriété vide, en fait, elle a vachement moins d'émotion que quand tu la vois, en vie, en Par fait. contre, à la différence d'un site, par exemple géré sur Smiley, sur les réseaux sociaux, tu peux pas vraiment personnaliser. C'est-à-dire tu publies ta vidéo, mais tu sais pas qui va la regarder, quelle typologie, quelle démographie de personnes va la regarder, tu vois? Exact, mais par contre, tu peux poster très souvent et les algorithmes des réseaux sociaux vont s'assurer que telle vidéo est au bon Ah OK, endroit ou telle photo. ouais, je comprends. Donc en fait, toi, tu continues de poster tout pour tous tes différents types de clients possibles Mmh. et tu laisses faire l'algo derrière pour amener ce qui compte, à chaque personne. Parce qu'eux, ils sont capables de comprendre aujourd'hui texte, vidéo, photo, ce qui est écrit sur les photos et les vidéos, ils comprennent Et tout, hein. justement, alors je comprends que la techno vient d'être lancée et j'imagine que ça va s'améliorer, mais est-ce que tu as déjà eu des qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as lancé cette technologie? Et où est-ce que tu vois les choses aller, dans le futur? Ouais, excellente question. Heu, déjà, assez paradoxalement, les nouveaux modèles sont pas forcément les plus intéressants à utiliser et on a déjà vu ça plusieurs fois, à savoir que un modèle moins cher, répété plusieurs fois, peut arriver à un meilleur résultat moins cher et plus rapide qu'un modèle plus cher. Pour arriver à savoir: «OK, mais alors quand est-ce que j'ai besoin de refaire une régénération, enfin une nouvelle génération finalement, ou de tweaker le prompt et régénérer?» Pour nous, on se base avec un process en 5 étapes. Première étape, c'est te dire donc là qui est assez générique, mais qui peut aider tout le monde pour créer, des agents d'IA. En tout cas, voilà, pour nous, depuis les 2 ans qu'on implémente ça en masse, aujourd'hui, c'est le process le plus efficace. C'est un d'aller à identifier qui sont les experts pour notre sujet donné. Disons, tout comme là tu fais un podcast, j'ai aussi un podcast, 7 gros gens podcast finalement pour les gens de l'industrie et j'ai expliqué comment on fait pour nous c'est vidéo beaucoup. Et donc on a un agent, on dit: «OK, qui sont les experts sur le podcast vidéo, publication YouTube?» pour nous aider à créer un titre qui marche très bien, une miniature qui marche au top et une description qui soit pertinente. Donc on va faire une première analyse avec l'IA pour nous sortir ces experts-là. Une fois qu'on les a choisis, donc là on va faire un peu notre due diligence, à valider que les personnes nous conviennent, qu'elles sont en accord avec ce qu'on cherche, qu'elles sont en ligne avec la marque. On va dire: «OK, maintenant mets tous ces experts autour de la table pour créer le playbook finalement, pour ce fameux objectif et pour évaluer, OK, comment tu crées, dans ce cas-là, par exemple, du podcast, comment tu crées le titre de la vidéo YouTube la plus pertinente? Quelles sont les différentes étapes nécessaires à valider? Comment tu fais une miniature YouTube au top? Et une description et ainsi de suite. Et donc là, tu vas avoir ces experts-là, finalement, l'expertise de ces experts, créer ton playbook. Une fois que tu as ça, donc ça, c'est un peu un process à la main avant. Une fois que tu as ça, tu vas dire à l'IA de te créer un agent et surtout le prompt de l'agent pour t'assurer que tu évalues le contenu d'une vidéo, titre, thumbnail, description, par rapport à ce playbook. Donc tu vas créer un agent d'évaluation en fait, un évaluateur, il y a plein de noms, ça peut être un judge LLM, il y a plein de noms qui Mmh. existent pour ce genre de choses, un scorer, un eval. Et une fois et uniquement une fois que tu as défini un agent qui est capable d'évaluer la qualité de ce que tu crées, tu vas pouvoir créer l'agent qui finalement crée. Ce qui fait que si ta création, elle n'est pas en accord avec le résultat que tu attends, D'accord. tu dis: «Bah, en fait, non, non, reviens et ajuste un peu ces détails-là, en fait». Et j'ai cru comprendre que tu travaillais avec plusieurs LLM. Tu parlais de, Nano Banana, donc c'est, la techno, Google, Gemini. On parlait un peu d'OpenAI. Est-ce que tu as, un modèle en particulier avec lequel tu aimes travailler? Ou est-ce que tu branches différents modèles les uns avec les autres? Et est-ce que ça se passe bien? Alors, je vais juste rajouter une dernière étape sur la génération des agents. Derrière, c'est du reinforcement learning en anglais. Mais en gros, ce qui est très important à la fin, donc en gros, à la fin, ça veut dire: «Reprends toi ta vraie donnée». Parce que c'est bien, tu as eu un playbook au départ qui était un peu, théorique, mais à la fin, tu as besoin de reprendre ta donnée réelle, en fait. Est-ce que la vidéo, elle a vraiment eu l'impact que je cherchais? Et redonne cette donnée à tes agents pour être meilleurs à évaluer, en fait. Mmh. Donc tu as ce cycle-là. Maintenant sur les différents modèles, ouais, on mixe, en fait. On 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 mixe tout.
Sur du texte, ça va pouvoir aller, on est surtout avec, Gemini, OpenAI et Anthropic Claude. Sur du modèle photo, on va être surtout avec aujourd'hui, parce que ça change très vite, avec, Seedream de ByteDance ou avec, Nano Banana de Google. Mais techniquement, ChatGPT a sorti, avant-hier, je crois, Imagen, 1.5, qui a l'air vraiment très bien aussi. Donc il faut qu'on le mette dans la mécanique, voir s'il tourne mieux et que ça nous permet d'avoir de meilleurs résultats moins chers. En fait, c'est pour nous, c'est ça le modèle, c'est vraiment d'essayer de voir qu'on puisse changer très vite. Les modèles, chaque semaine, tu en as des nouveaux. Donc il faut qu'on puisse très rapidement tester un nouveau modèle, savoir s'il nous amène un meilleur résultat plus rapidement, moins cher. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un nouveau modèle qui sort, toi, tu es obligé de, l'auditer, le tester, voir comment il fonctionne et prendre la décision de l'intégrer dans ton workflow? Et donc de remplacer ce petit maillon du workflow par celui-ci. Parce que Mmh. sur la vidéo, ouais, à l'époque, on était avec, Kling 2.1 ou 2.5. Heu, ouais, je crois que c'est ça. Mais voilà, aujourd'hui, tu as Kling, O1, tu as Kling 2.6, tu as, Sora 2 qui est sorti depuis, VO 3. Enfin, il y en a plein en fait et il y en a plein d'autres. Ça, c'est je te cite les modèles les plus connus, mais après, dans des cas très particuliers, on va pouvoir aller utiliser des modèles qui sont plus anecdotiques parce que sur ce sujet-là, ils sont très pertinents, ils sont très efficaces et et donc le but pour nous, c'est pour ça qu'on crée plein de petits agents très spécifiques. Parce que un gros agent, c'est vachement dur à maintenir. Plein de petits agents qui savent collaborer ensemble, donc qui ont un une donnée d'entrée très claire, une donnée de sortie très stricte d'une certaine mesure, ça permet d'avoir un écosystème très simple à faire évoluer. D'accord. Une fois qu'on a ça, on a vraiment, ce process d'évaluation en fait, pour se dire on a vite 100 à 200, évaluations par agent pour, valider sa compétence en fait. Tout comme on voit sur les nouveaux LLMs quand ils ressortent. D'accord, OK. Ouais, qui font des benchmarks, Donc en fait, on recrée nos propres benchmarks et c'est pour ça ce process-là en fait. Les benchmarks, qui sont définis par ces experts qui définissent le playbook, d'accord. qui définissent l'agent qui va évaluer le benchmark et uniquement quand on a un benchmark, on peut créer l'agent pour voir s'il est vraiment pertinent par rapport à ce qui nous importe. Ça va ressembler à quoi dans un an? Toutes ces annonces, générées, personnalisées grâce à l'IA, où est-ce que tu vois la techno aller? Je pense que la seule réponse honnête, c'est: «J'en ai aucune idée». Parce que quand on voit que ça va de plus en plus vite et qu'il y a 3 ans, ChatGPT, c'était pas public, je pense que c'est pas possible de savoir en fait. Ça va de plus en plus vite et c'est juste hallucinant ce qui est déjà possible aujourd'hui, quoi. Ou alors où est-ce que tu aimerais que ça aille, tu vois? Jusqu'où est-ce que tu penses que ça peut aller, pour toi, pour ton business, pour, aider, les propriétaires à mieux louer leurs biens? Dans notre cas, il y a énormément d'usages. Clairement, le but, c'est de les aider à avoir la meilleure expérience voyageur en prenant le moins de temps possible et que toutes leurs équipes soient coordonnées pardon, avec quasiment aucun effort. Donc, l'IA serve à coordonner tous les différents corps de métier, à bien comprendre qu'est-ce qu'il y a besoin pour chaque personne, représenter le bon listing, à chaque personne. Parce qu'en fait, c'est ça le but premier, c'est ça, hein, c'est de s'assurer que ce soit le bon voyageur qui vienne dans la bonne propriété. Heu, parce que voilà, là, moi, là, je suis dans un petit village à Névache, en France, où j'ai grandi et où on a commencé en famille cette histoire de location de vacances. Ah, c'est l'un des plus beaux domaines de ski de fond, mais il y a 2 toutes petites pistes de ski alpin. Si tu as quelqu'un qui vient ici pour faire du ski alpin, il va être malheureux. Donc faut pas qu'il vienne et donc si le listing, il est pas bien présenté, tu vas créer ce genre de problématique, en fait. Donc c'est là où l'IA peut vraiment nous aider à être mieux sur ça et après, c'est clair que tu peux imaginer, faire des vidéos, des photos, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour moi, c'est une Est-ce évidence. que tu penses que l'IA peut retirer le propriétaire de l'équation? C'est-à-dire vraiment tout gérer en mode automatique, de la réservation, la réponse aux questions, quand le locataire s'en va, l'IA envoie, le personnel pour faire le ménage, chan et enfin, tu vois? À quel point on peut, tout automatiser? Ça oui, ça c'est déjà on est déjà pas très loin, en fait. Donc ça je pense que ça arrivera là en 2026. Par contre, ce qui va rester et je pense ce qui est le plus important, c'est le côté humain. Ça veut dire que le propriétaire, s'il souhaite avoir un accueil en personne chaleureux, il va avoir le temps de passer un quart d'heure, une demi-heure avec le voyageur pour parler du coin, pour discuter, si les 2 ont envie et je pense que ça, pour le coup, c'est bien. Ça va redonner du temps à l'humain pour être plus humain.
Ouais, parce qu'on arrive un peu à un risque, en tout cas, de déshumanisation de cette relation entre propriétaire et locataire. Mais ça dépend du contexte. Moi, quand je voyage, aux États-Unis, par exemple, pour le travail, j'ai pas besoin de rencontrer le propriétaire, hein. Je veux m'installer rapidement, si mon avion a du retard, je veux, même s'il est 2 heures du mat, avoir accès à mon Airbnb et cetera. Par contre, si je pars en vacances avec ma famille, j'aime bien rencontrer, discuter le propriétaire, avoir les bons tips, les restos, les endroits où aller et cetera. 100 aligné. C'est la même chose de mon côté et enfin, surtout sur un endroit que je connais pas, en fait. Les endroits où je reviens en famille régulièrement, en fait, j'ai pas besoin d'un accueil en personne, et je pense que tout ça, l'IA va pouvoir nous aider justement à avoir une expérience plus alignée avec ce qu'on recherche vraiment et en tout cas, c'est mon espoir qu'on arrive à devenir finalement plus humain. D'accord. OK, parfait. Eh beh, Ouais, écoute, ce sera, le mot de la conclusion, le mot de la fin. Merci beaucoup Sébastien. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle de François Forest, qui est fondateur et CEO de Fidior. Est-ce que tu es prêt? c'est parti. Allez, on écoute sa question. Si tu avais sur ton compte en banque, là maintenant tout de suite, 5 millions d'euros et tu peux investir dans une entreprise, dans l'IA, où tu te dis, aujourd'hui, cette entreprise, je sais que si j'investis 1 million, elle va tout changer. Elle va tout exploser. Et du coup, il faut faire attention aussi à pas investir dans une entreprise qui valent déjà des milliards et des milliards, parce que sinon tu vas peut-être perdre ton argent sans aller dans une bulle. Donc voilà, bon courage. Alors évidemment, tu as pas le droit de répondre smiley, on est d'accord? Ah bah mince, c'est évident. Si tu étais très riche, ou peut-être que tu l'es déjà, je sais pas, où est-ce que tu souhaites investir ton argent? Et c'est vrai que j'ai la chance de pas avoir besoin de travailler pour vivre, en fait. Smiley, c'est un choix, c'est un luxe. C'est pas une nécessité. J'ai la chance d'en être arrivé là, c'est ma 14e société et c'est vrai que il y en a plein qui ont pas marché, mais il y en a aussi, qui m'ont permis de vivre très confortablement et ça, c'est un vrai plaisir. Mais au fil du temps, l'une des choses les plus importantes que j'ai appris sur l'investissement et ça vient directement de Ray Dalio, qui est finalement l'un des cofondateurs et directeurs des investissements chez Bridgewater, le hedge fund le plus coté au monde. Bref, on va simplifier un peu tout ça, mais en gros, quelqu'un qui connaît vraiment son sujet sur l'investissement, Mmh. sur lequel j'ai eu la chance de pouvoir me former, plusieurs fois. Le plus important, c'est la diversification. Diversifier ses investissements et d'autant plus sur des sujets qui sont décorrélés. À savoir, si tu as un investissement qui va bouger à la hausse ou à la baisse, d'avoir un autre investissement qui est complètement indépendant de ça. Donc en gros, dans mon cas, ici, c'est un logiciel pour le tourisme. Si je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec le logiciel et le tourisme, c'est décorrélé. En tout cas, il y a plus de chances que ce soit décorrélé. Donc si je vais faire quelque chose qui fait du logement longue durée à Singapour, ça n'a rien à voir. Tant mieux. Donc avoir cette diversification, c'est très important. Pour lui, c'est le point clé et je préfère, citer des gens qui sont très compétents sur ça que moi pour le coup. Mais j'essaie d'appliquer aussi ce genre de choses, alors après avec mon niveau, mais voilà, ce niveau de diversification. Donc si j'avais entre guillemets 5 millions et que 5 millions et que je vais tout mettre dans une boîte, je ne le ferai pas. Aussi simplement que ça, je ne ferai pas ce pari. Je trouve que c'est juste du casino, très risqué, surtout sur une boîte d'IA. Parce que j'allais dire, ça reste hyper dynamique, ça change tout le temps et tous les jours. Donc, j'irai pas investir une grosse somme, enfin ou la totalité dans tous les cas, sur un truc qui bouge aussi vite. Maintenant, ça a son sens dans une diversification. Clairement, c'est des gros leviers. On a pu avoir le Bitcoin avant, on a pu avoir plein d'autres choses. Voilà, c'est des sujets, ça peut faire très joli et on se dit après coup: «Ah oui, j'aurais dû investir là-dedans». Ouais, mais tu aurais aussi pu investir dans les, 100 000 trucs qui n'ont jamais percé et qui ont fait que perdre. Bah, bien sûr. Est-ce que on parle parfois d'IA comme d'une bulle, en tout cas ça c'est parfois, alors ce qu'on peut lire dans la presse, vrai ou faux, je sais pas, c'est pas le sujet. Mais, j'ai l'impression que toi tu appliques l'IA à un monde du tourisme qui est pour le coup une industrie, centenaire, très stable, est-ce que c'est une manière aussi un peu de lisser les risques en disant, j'applique un truc qui est un peu techno risqué dans une industrie qui est vraiment hyper stable et hyper reconnue et plutôt sécurisaire? Oui, en soi, oui. Après, je pense que les challenges qui se passent, c'est qu'on ne sait pas comment le monde va évoluer, en fait. Il y a des IA aujourd'hui qui sont magnifiques. Laquelle restera l'IA la plus pertinente demain?
Alors, oui, certes, ce qu'on fait aujourd'hui, on a une énorme compétence métier, parce que voilà, toutes les équipes connaissent le métier. Il y a plein de monde qui a aussi, qui fait de la location, ils voyagent tous, donc et puis voilà, qui font ça depuis des années. Mais à quel point ça deviendra toujours, voilà, indispensable, peut-être pas, je pense dans les quelques prochaines années, peut-être pas, mais il y a un moment où dans la durée où tout peut se remettre en question, en fait. Je pense que c'est pour ça que Meta, donc derrière Facebook, Mark Zuckerberg, c'est pour ça qu'il était prêt à payer 100 millions de bonus pour que des experts IA viennent bosser chez eux, parce qu'ils se sont dit: «En fait, ça se trouve OpenAI ou Google, ils vont nous remplacer, quoi». Et je pense que c'est techniquement le risque. Dans combien de temps? Ça reste une question. Il y a des industries où ce sera plus rapide que d'autres. Ce qui est digital, ce sera certainement plus vite transformé que ce qui est manuel. Mais l'innovation qui nous attend juste après et qui avance beaucoup, c'est la robotique, hein. On parle d'IA, c'est fabuleux, mais l'IA, ça nous aide à aller plus vite en robotique aussi. Donc, tout ce qu'on fait sur la photo, la vidéo en génération, il y a aussi beaucoup d'analyse qui doit être fait en amont. Mais l'analyse, c'est ce que les robots ont besoin pour opérer dans un monde, physique. Donc, je pense qu'en tant que société, on a énormément de disruptions qui arrivent et donc en tant qu'investisseur, je pense qu'on se doit d'être prudent. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon choix. C'est ce que j'entends recommandé par les experts en investissement qui ont fait leurs preuves depuis longtemps et voilà, en tout cas, je suis pas conseiller financier, hein, clairement. Non, 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 je Mais, j'ai bien de compris. mon point de vue, voilà, se diversifier dans des sujets décorrélés sont importants. D'accord, parfait. Très bien. Bah, merci beaucoup. Alors t'es pas conseiller financier, par contre, tu es ce que je pourrais qualifier d'un expert, en tout cas en tourisme, donc d'un voyageur aguerri. Heu, j'ai juste un dernier point avant qu'on se quitte, mais tes 3 destinations préférées, en France ou à l'étranger, peu importe, Ouais, ça serait quoi? Je suis curieux, du coup. Genre alors les endroits où tu sais que tu as énormément envie d'y aller ou alors si tu y es déjà allé, tu y retournerais sans aucun problème parce que tu adores ces endroits-là, que ce soit, ville, région, pays, État, province, donc pour moi, la première chose sur ça et je vais te répondre avec 3 lieux après. La première chose, c'est avec qui j'y vais et donc y aller OK, en famille, avec des amis ou avec des gens sur lesquels je vais apprendre quelque chose qui me passionne, pour moi, c'est encore plus important que le lieu. C'est la priorité numéro 1. mmh, Maintenant, en termes de lieu, la Grèce. Clairement, j'adore. Voilà, c'est pour ça que j'y habite aussi. Petite île en Grèce avec une vue sur la mer et voilà, les gens sont adorables, la bouffe est excellente et le paysage est juste spectaculaire. Donc là, c'est l'île de Lefkada en l'occurrence. Ouais, fabuleux. Heu, Japon, c'est un autre endroit que j'aime énormément, par la culture. Je suis un grand fan de sushi aussi et c'est vrai que de voir, l'art que c'est de faire des sushis, enfin, ça a rien à voir avec les sushis qu'on a en Occident. Ouais, il y a quelque chose qui me fascine, sur le Japon, dans plein de cas. Clairement la France. La France, c'est un pays aussi qui est magique de plein de façons. Il y a une telle diversité, il y a une telle, richesse. mais où? Je vais corser un peu Ouais, le truc, ça où en reste France? un ouais, ouais, où? C'est vrai. C'est vrai que je réfléchis plus en pays qu'en région particulière. Hem, où? Et c'est justement ce que je trouve, rigolo, en fait. Plus je voyage, donc là, je suis à bien je sais plus, j'ai arrêté de compter après 60 pays. Heu, mais en fait, ce que j'adore, ouais, en France, tu vois, c'est cette diversité. Là, je peux être dans les Hautes-Alpes, dans un petit village de 300 habitants et ça va avoir énormément de charme. Il y a 4 jours, j'étais en Normandie, il y a 6 jours, j'étais à Paris et en fait, c'est très différent et je trouve que c'est une superbe richesse et donc pour moi, finalement, c'est cette diversité qui me nourrit peut-être plus qu'un Parfait. lieu Donc particulier. Grèce, Japon, France, c'est le tiercé gagnant. Merci beaucoup, Sébastien. Alors maintenant à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Quel a été pour toi le soutien, support, coaching, formation, apprentissage le plus pertinent dans ton chemin entrepreneurial? Parfait. Eh ben, écoute, très bonne question. Merci beaucoup de ta participation. Sébastien, je rappelle que tu es le fondateur et le directeur général de Smiley. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à tous.
Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.